inviter à me rejoindre sur scène celle qui sera notre fil rouge et notre témoin, et elle nous aidera à fixer les termes du débat et à nourrir la réflexion. C'est Anne-Sophie Delagorce. Donc j'avais envie de demander d'abord à Anne-Sophie ce qui était entendu finalement dans sa mission, investissement numérique durable. Euh, En quoi cela se distingue-t-il des investissements numériques? Ah. Alors c'est bien parce qu'on va en parler, je pense, pendant. Je suis là toute la matinée. C'est ça. Il va falloir que je supporte le feu des projecteurs. Mais alors, les investissements numériques durables. Alors, vous allez voir qu'on va beaucoup parler des investissements numériques au service de la transformation écologique. Donc, il y a déjà une grosse part là-dessus. Les investissements numériques durables, ça inclut aussi les investissements numériques pour rendre le numérique lui-même plus durable. Et puis, j'ai envie de dire de manière générale, les investissements numériques qu'on fait à la Banque des Territoires, de plus en plus, il faudra qu'on se pose la question par rapport à l'objectif d'une solution numérique. Quel est le compromis à prendre pour que la solution en elle-même soit la plus durable possible? Et j'avais envie de faire un petit parallèle qui m'amuse. Typiquement, pour venir ici au RIAC, l'objectif, c'était d'être là à 14h hier, à peu près. Il y avait plusieurs moyens de transport possibles. Il y avait le train, l'avion. Et en fait, finalement, j'ai envie de dire, l'investissement numérique durable, moi, ça me fait penser à ce compromis par rapport à un objectif qui est affiché. Voilà, comment répondre à cet objectif en étant le plus durable possible. En ayant un impact minimum. C'est très clair, merci beaucoup. Donc sur la question de l'énergie, aujourd'hui, est-ce que côté Caisse des dépôts, vous avez, je l'imagine, une vision sur la filière, quelques chiffres, une lecture qui puisse nous caler par rapport à des objectifs autour de cette sobriété énergétique notamment? Alors j'ai bien rappelé en préambule quels sont les objectifs fixés par la loi de transition énergétique. On a ce cap de la neutralité carbone à atteindre en 2050. Et ce cap, il doit passer par deux objectifs. Évidemment, un, diminuer l'impact carbone de l'énergie. Ça passe par l'utilisation de l'énergie renouvelable à 33%. Mais c'est aussi diminuer la consommation finale d'énergie avec l'objectif de réduire de 50% notre consommation énergétique d'ici 2050 et puis avec un objectif intermédiaire à 30%. Donc le cap, en fait, il est hyper ambitieux. D'ailleurs, je ne sais même pas si on sait tous exactement de quoi on parle. Mais voilà, donc il y a ce cap-là avec deux secteurs finalement où les efforts vont être les plus importants. Donc ça va être évidemment le secteur de la production d'énergie avec le mix énergétique. Puis le deuxième secteur, c'est le secteur du bâtiment aussi, avec cet objectif de réduire la consommation énergétique. Alors vous savez qu'à la Banque des Territoires, on est évidemment très proche des collectivités, des acteurs publics sur les territoires. C'est ça notre ADN, c'est d'accompagner les acteurs publics sur les territoires. Et les collectivités ont un parc de bâtiments tertiaires très important. Ça représente 30% du parc tertiaire en France. Et vous savez aussi que sur le parc tertiaire, il y a le fameux décret tertiaire qui fixe des objectifs encore plus ambitieux sur le parc tertiaire des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Et donc, à la Caisse des dépôts, à la Banque des Territoires, on a à cœur d'accompagner ces enjeux en mettant en place de l'ingénierie, évidemment, parce que c'est pas forcément évident de savoir quels sont les projets à prioriser par rapport à ces enjeux-là, et évidemment du financement. Donc déjà depuis quelques années, on met en place le dispositif Intracting, dont vous avez peut-être entendu parler. Je sais qu'il y a un projet à Clermont qui s'appuie sur le dispositif Intracting pour l'éclairage public. Il y a un autre projet aussi en cours à Rion. Voilà, je pourrais en parler, je pourrais peut-être donner plus de détails, je ne veux pas être trop longue sur d'autres projets. On met en place aussi plus récemment le programme EduRénov, qui en fait va mobiliser, enfin la Banque des Territoires va financer 2 milliards de travaux, mobiliser 50 millions de crédits d'ingénierie d'ici 2027, avec cet objectif d'accompagner les collectivités pour rénover 10 000 établissements, avec l'objectif de réaliser au moins 40% d'économie d'énergie sur ces bâtiments. Donc voilà déjà deux exemples de dispositifs de financement en fait mis en place
pour répondre à ces enjeux colossaux, sachant qu'évidemment, en amont, on accompagne en ingénierie, en conseil, pour accompagner dans la prise de décision les collectivités sur ces sujets. Merci, merci Anne-Sophie pour cette introduction et cette vision des grands enjeux. Cyril Moreau, vous êtes directeur régional d'Auvergne de Enedis. Donc aujourd'hui, on le sait, il y a une forte inflation des prix de l'énergie. On n'a pas tellement l'impression que ça va s'arrêter, ou en tout cas, voilà, on attend de toucher le plafond. Peut-être que vous avez des infos là-dessus d'ailleurs. Mais le fait c'est pas vous qui la produisez, vous la distribuez, c'est déjà beaucoup. Mais en l'occurrence, donc aujourd'hui, comment Enedis est-il en capacité d'accompagner les collectivités, les territoires dans leur tentative de réduction? Déjà, c'est le premier objet, c'est la sobriété. Comment je réduis ma dépense électrique? Donc, effectivement, là, j'ai préparé quelques slides pour illustrer ça. Donc, effectivement, notre objectif, nous, c'est d'accompagner les collectivités. Et ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est quels sont les outils numériques et les data que l'on met à disposition des collectivités pour travailler sur le sujet. Déjà, le premier point, effectivement, alors comme ça vient d'être dit, hein, l'objectif, ça va être de diminuer nos émissions de CO2, donc diminuer la consommation d'énergie fossile, et donc augmenter la consommation d'électricité décarbonée. Donc ça, c'est vraiment un objectif fondamental. Et donc tout le monde a compris ça, et c'est justement à ce moment-là que l'électricité augmente fortement. Donc ça, c'est pas très Mauvais bon. timing. Et en plus, je crois pouvoir annoncer une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est relativement durable. Mais je pense que je suis pas le seul à le L'augmentation dire. ou la hauteur des prix? Je pense qu'on ne retrouvera pas le prix qu'on avait il y a 4 ans avant très très longtemps. Voilà. On pourrait revenir dessus et expliquer pourquoi j'ai cette vision-là, mais voilà, il y a quand même un risque, notamment le prix du gaz. Voilà. Donc, L'indexation du prix de l'électricité sur le le prix lien du entre le gaz. prix du gaz et l'électricité, mais on pourrait expliquer d'où ça vient et quels sont les travaux au niveau de l'Europe sur le sujet. Hein, mais... Donc moi déjà, je vais rester très simple et sur des solutions efficaces que l'on met à disposition des collectivités pour travailler sur leurs factures. Hein, donc c'est un peu ça le principe. Et avec, au début, je vais parler de sobriété et d'efficacité. Alors, on emploie souvent les deux mots. Pour moi, l'efficacité, hein, c'est quand vous isolez votre maison, vous avez toujours le même niveau de confort, mais non, pas tout de suite. Je vous dirai pour les slides. Ça marche. Donc, l'efficacité, vous isolez votre maison, vous avez toujours le même niveau de confort, mais ça vous coûte moins cher. Et la sobriété, c'est quand vous décidez de passer de 21 degrés à 19. D'accord, hein, voilà, ça fixe un peu les idées. Et donc, on met un premier service nous, à disposition des collectivités locales. Et alors là, on peut passer au slide suivant. C'est sur tout ce qui est éclairage public. Alors, c'est un truc très simple. Alors, il y a plein d'autres façons de le faire, mais c'est éteindre l'éclairage public à certains moments de la nuit, hein, au moment où c'est le moins utile, en tout cas au moment où vous le décidez, si vous le décidez. Et tout ça grâce à un outil très simple, grâce au Linky qui est maintenant disponible quasiment partout et en place. Et ben donc on a mis en place un service, hein, une interface qui permet d'éteindre. Et effectivement, si vous éteignez pendant la moitié de la nuit, ça vous coûte la moitié du prix. Hein, donc on a testé ce service. Là vous voyez, hein, il y a une image d'une commune sur laquelle on a testé en premier le service, qui dit qu'elle a économisé 50% de son électricité. Alors c'est vraiment une solution low-tech parce que une fois que vous avez le compteur, eh ben, il fait tout, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'installation complémentaire. Alors après, il y a plein de solutions pour faire ça, des solutions plus ou moins complexes, plus ou moins intelligentes. Nous, on est vraiment sur du basique, mais en tout cas, ça peut marcher de façon assez simple. On a développé ce service, il doit être pris en main aussi par les fournisseurs, hein, parce que ça doit obligatoirement passer par les fournisseurs, mais c'est un service que nous mettons à disposition. Voilà, ça, on est vraiment sur de la J'ai une sobriété. question idiote, Cyril. Comment on fait sans Linky pour éteindre Ben, son éclairage public? Alors là, on appuie sur un bouton? Là, alors là, je pourrais laisser parler mes voisins qui ont l'habitude, mais je pense qu'il y a certains endroits, il y a des horloges, des fois il y a du pilotage intelligent. Je sais que par exemple sur la ville de Clermont, de façon historique, ils avaient mis en place un système de gestion, mais alors qui peuvent être beaucoup plus performants et intelligents. C'est-à-dire on peut réduire aussi l'intensité. Le nôtre, il est assez rustique, hein, c'est du tout ou rien. On-off. Voilà, c'est on-off. Bon, c'est basique, mais ça marche. Donc voilà, donc ça c'est la sobriété. Deuxième point, c'est l'efficacité. Donc là, on peut aller au slide suivant. L'efficacité,
on a mis en place, on développe depuis des années un autre site qui est disponible donc pour les collectivités locales. Donc c'est notre espace qu'on appelle l'espace mesure et services, qui fait que là aussi, grâce à Linky, eh ben, on récupère de très très nombreuses données sur la consommation de vos bâtiments. Et une fois que vous avez ces données, ben après vous pouvez les analyser et faire les bons choix. Hein, donc ça, et donc là, c'est par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années, honnêtement, maintenant on a beaucoup de données. Et en fait, en fonction de ce que vous autorisez le compteur Linky à rapatrier, eh ben, vous pouvez avoir des données très très importantes et ça vous permet de faire des études vraiment intéressantes pour savoir à quel moment, voir qu'un bâtiment il consomme alors qu'a priori il se passe rien, voir un peu la courbe de charge du bâtiment. Et là, ça vous donne des idées très intéressantes sur, voilà, il y a quelque chose à faire, il faudra éteindre de telle heure à telle heure. Et là, vous pouvez gérer vos bâtiments. Hein, donc ça, là aussi, c'est simple. Et bon, voilà, on a un site maintenant qui est à votre disposition qui est très intéressant. Voilà, sobriété, efficacité. Puis après, l'autre point, ça va être tout ce qui est lié à la production d'électricité Renouvelable. renouvelable, oui, décarbonée et renouvelable. Donc là, première chose, donc là c'est le slide qui est affiché actuellement, hein, c'est déjà avant de commencer à construire un plan au niveau d'une commune, il peut être intéressant pour vous de regarder ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Et on met à disposition, alors là du grand public, de tout le monde, un site en open data, donc c'est toutes les données là aussi qui reviennent de nos nombreux compteurs, qui permettent de voir tout ce qui est consommé par territoire avec des mailles de plus en plus fines, tout ce qui est consommé, tout ce qui est produit, tout ce qui est autoconsommé. Hein, donc, si vous voulez vous faire un petit diagnostic de votre territoire avant de commencer à vous lancer dans un plan, eh ben, allez-y. Alors, c'est accessible à la fois aux collectivités, mais aussi à tout le monde. Hein. C'est vraiment de l'open data. Et puis après, quand vous commencez à faire un plan, tout à l'heure, Guy Clua a dit que vous aviez quelques demandes qui venaient des pouvoirs publics, notamment le fait de travailler sur, dans le cadre de la loi d'accélération des ENR, sur les zones d'accélération. Je ne sais pas si ça vous dit des choses. Et ben là, on met un outil qui pourrait vous être très utile, quoi qu'il arrive, hein, d'ailleurs, loi d'accélération ou pas. Donc là, le slide suivant. Bon, imaginez, hein, vous avez fait votre petit diagnostic, vous vous dites, tiens, il faudrait quand même qu'on arrive à produire. Vous vous dites, j'aimerais bien qu'on se construise un site de 200 kilos, de 200 kVA. Où est-ce qu'on pourrait le placer sur la commune? Eh ben, vous avez accès sur le site d'Enedis, sur votre portail à vous, à ce que je vous montre à l'écran. Donc, c'est le réseau moyenne tension. Et vous voyez, vous regardez les sites où vous avez envie d'installer votre production. Et là, vous voyez le réseau moyenne tension et vous voyez si, d'une part, s'il y a du réseau. Bon, Mhm. et puis, si en plus, le réseau est en capacité d'absorber ou pas la production. Parce que, bah, effectivement, vous pouvez choisir de le mettre dans un endroit où il n'y a pas de réseau et il n'y a pas de capacité, mais ça coûtera plus cher et ça sera plus long. Mais si vous le mettez, si vous choisissez un site qui est déjà tout de suite accessible et avec tout de suite de la capacité, eh ben vous savez que votre projet, il arrivera vite. Donc ça, c'est pour les gros projets, hein, plusieurs centaines de kilos. Et puis après, slide dernier, avant-dernier slide, même chose, mais cette fois-ci sur la basse tension. Vous avez des bâtiments communaux, vous voulez mettre des panneaux sur les toits, vous avez une vingtaine de bâtiments, vous vous dites bah, où est-ce que je les mets. Vous pouvez les faire tous en même temps, vous pouvez les faire dans un certain ordre. Et bien là aussi, vous avez l'endroit où il n'y a pas besoin de travaux, la capacité elle est absorbable tout de suite. Et ben, dans un premier temps, commencez déjà par cela, et puis après vous ferez ceux qui coûteront un peu plus cher et qui prendront un peu plus de temps. Hein. Donc ça, c'est vraiment des choses simples qui sont très faciles d'accès et alors, le truc, c'est que je sais que les collectivités ont plein de domaines de compétences. Donc, ils ont plein de choses très faciles d'accès dans tous les domaines. Donc, à la fin, ça devient très compliqué. Hein, donc, mais en tout cas, on a essayé de les faire les plus simples possibles pour vous. Voilà. Et le dernier slide, tout ça, vous le trouvez où? C'est le portail collectivité. Donc là, on a donné le lien juste pour que vous voyez comment ça se passe. Et dessus, hein, avec votre code, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, alors, juste une petite chose, j'ai mon équipe, j'ai les gens de mon équipe qui sont présents sur un stand. Si vous avez envie de quelques démos, vous pouvez aller les voir. Et puis aussi, sur les territoires, vous savez que vous avez des interlocuteurs privilégiés d'Enedis, donc quel que soit le territoire auquel vous appartenez. Et donc, vous pouvez les contacter. Ils vous donneront toutes les informations intéressantes sur ces sujets-là. Voilà.
Merci beaucoup Cyril. Oui, cette partie ingénierie, que ce soit sur le stand aujourd'hui, demain ou sur les territoires, c'est important parce que là, il s'agit quand même d'évaluer, dans le cadre de la loi d'accélération sur les ENR, d'évaluer son potentiel territorial de capacité de production. Enfin, voilà, c'est pas forcément super accessible. Euh, Anne-Sophie parlait d'ingénierie, qui est un travail, ça fait des années que la Caisse des dépôts accompagne effectivement les territoires en matière d'ingénierie. Voilà, aujourd'hui, on peut, sur son territoire, trouver des interlocuteurs Enedis qui nous aident à nous servir de ces outils, à comprendre ce qu'on peut en tirer. Ah oui, oui. Aujourd'hui, on fait un gros travail, notamment pour déployer ce que j'ai appelé l'espace mesure et service, hein, pour faire comprendre toutes les données qui sont disponibles, et puis voir s'il y a une personne de la collectivité qui est intéressée pour un peu creuser le sujet, hein, D'accord. parce qu'il faut aussi qu'il y ait la capacité de creuser. Mais voilà, donc on fait ce travail en ce moment dans toutes les collectivités sur l'ensemble du territoire français, hein, donc, Parce que l'important, c'est de pas laisser forcément les élus tout seuls face à un ah bah site. oui, non, non, Hein, non, c'est non, pas, non, non. Ça, on sait que on c'est a l'outil, mais besoin bon. de faire ça en accompagnant chacune des collectivités pour rentrer dans le site. Merci beaucoup Cyril Moreau. Euh, Laurent Ricot, vous êtes donc directeur général des services du SDE de l'Ardèche. Vous remplacez Monsieur Patrick Couden, votre président, et je vous en remercie. Euh, On a parlé d'éclairage public. Je me suis laissé dire que c'était entre 25 et 30% de la dépense énergétique des collectivités. Vous me direz si c'est vrai, si c'est faux, si c'est une rumeur. Et donc, vous avez-vous travaillé sur le monitoring de l'éclairage public au niveau de votre département? Et j'aimerais bien aussi que vous puissiez nous aider à comprendre un peu mieux cette notion de smart grid qui émerge parfois de temps en temps, qui a été fortement portée par la FNCCR, mais je pense qu'on a besoin d'une mise à jour sur ce sujet. Ok, merci. Bon, je vais excuser effectivement mon président Patrick Couden qui avait la double casquette aussi de représenter la FNCCR puisqu'il il est au conseil d'administration. Donc simplement, je l'ai vu tout à l'heure dans l'introduction, faire une petite correction sur le syndicat départemental d'énergie et non d'électricité. Oui, Aujourd'hui, pardon. effectivement, ça a un peu évolué ces dernières années puisque au départ, les syndicats avaient été créés pour la compétence entre guillemets électricité. Et on a évolué vers d'autres compétences. On l'a dit tout à l'heure, la partie éclairage public. En Ardèche, par exemple, c'est 70 000 points lumineux que le syndicat gère avec 3 500 points de livraison et donc d'armoires de commande. Et puis le deuxième volet qui prend de plus en plus de place, c'est effectivement la maîtrise des énergies, où on apporte du conseil auprès des collectivités, notamment sur tout leur patrimoine bâti. On a géré et on essaye de le faire encore. On a touché deux mots sur les groupements d'achat d'énergie. J'avoue que c'est un sujet pour lequel on se serait bien passé puisque ça nous a pris énormément de temps et de faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis des élus. Par ailleurs, on participe aussi à la construction de chaufferies bois, de centrales photovoltaïques, bien évidemment, et on a développé un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur l'ensemble du territoire ardéchois, dans un réseau un peu plus vague qu'on appelle le réseau e-borne aujourd'hui. Alors oui, effectivement, on a deux exemples sur lesquels j'aimerais venir aujourd'hui expliquer. Ça a été dit tout à l'heure sur les bâtiments. Un premier sujet où on a mis en place sur quelques bâtiments de la télégestion pour essayer de récupérer le maximum d'informations en installant bien évidemment des capteurs, alors des capteurs de température, des capteurs pour l'air, notamment dans des classes d'école, sur l'humidité. Et on s'aperçoit finalement que en communiquant avec ces bâtiments en direct, il y a un certain nombre d'informations qui nous remontent bien évidemment pour pouvoir les traiter derrière, mais surtout, ça nous évite des consommations inutiles. Alors, c'est une brique, bien évidemment, dans la rénovation des bâtiments, puisque si on ne fait pas de rénovation, d'isolation, etc., c'est pas là-dessus qu'on va y gagner. Mais en même temps, ça évite d'avoir, je pense que dans beaucoup de communes, il y a des bâtiments qui sont mis à disposition d'associations ou de clubs où le chauffage est mis à fond. Quand les gens partent le soir, ils oublient de l'éteindre, etc., ou ils ouvrent les fenêtres quand ils ont trop chaud. Donc tout ça, ça permet, et on l'a vu sur quelques bâtiments, de gagner jusqu'à 40-45% sur la facture d'énergie, rien qu'en mettant cette solution de télégestion. Voilà. Bon, c'est des cas extrêmes, bien évidemment. On est plutôt aux alentours de 5-10% d'économie.
Voilà, ça c'est le premier sujet sur la télégestion des bâtiments. Le deuxième sur lequel on est à marche forcée, notamment en Ardèche, c'est sur la rénovation de l'éclairage public, qui bien évidemment, vous l'avez dit, la consommation et la facture énergétique liée à l'éclairage public était souvent au-delà des 30-35% Ah oui. du budget des communes sur la partie vraiment fourniture d'électricité. On a fait un constat relativement simple. Hein. En Ardèche, je pense que c'est beaucoup le cas dans les territoires ruraux. On a 40, sur les 70 000 points lumineux, on en a 40 000 qui étaient vraiment vétustes et énergivores, qu'il faut absolument renouveler. Alors c'est vrai que la solution radicale en utilisant Linky, c'est de couper, mais c'est pas lorsqu'on coupe qu'on va faire le maximum d'économie d'énergie. Hein. Ça a été dit, lorsque on fait une coupure la nuit, on gagne entre 40 et 45% souvent. Hein, c'est ce qu'on a constaté, nous, sur la facture d'énergie. Alors, lorsqu'on va plus loin avec des LED et des horloges astronomiques, on arrive jusqu'à 75-80% suivant le cas d'économie. Voilà. La LED, ça permet quand même d'avoir une puissance moindre que ce qu'on avait installé il y a 25, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, et on passe de 100, 150 watts à 30 ou 40 watts. Donc déjà, on gagne sur la partie abonnement de la facture, et puis bien évidemment sur la consommation, puisque ça diminue. Et en plus, avec les LED, on a la faculté de faire de la variation de puissance, qui fait que pour les communes qui n'ont pas décidé d'aller jusqu'à l'extinction, on arrive à diminuer la puissance jusqu'à 10 watts la nuit, ce qui fait qu'on n'est pas dans le noir, et ça assure, entre guillemets, une certaine sécurité ou une certaine balisage. Donc avec tout ça, on fait de la rénovation sur les armoires de commande, en mettant bien évidemment des horloges connectées qui nous permettent d'avoir une solution un peu plus souple, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on éteint, tôt ou tard, on va nous demander de rallumer, et souvent la veille pour le lendemain, parce qu'il y a la fête votive, il y a la fête, un événement particulier, et pour cette nuit-là, ou pour les 2 ou 3 nuits, ou pour le week-end, on nous demande de rallumer, et donc en mettant des horloges connectées, ça nous permet d'avoir cette souplesse et d'éviter que quelqu'un se déplace pour faire la modification de la programmation de l'armoire, et donc de donner satisfaction à la population et aux élus pour ces événements. Donc tout ça, ça permet non seulement de faire des économies d'énergie, mais ça a surtout un impact environnemental relativement important, puisqu'on est complètement dans les arrêtés anti-pollution ou pollution lumineuse. Hein, on respecte la biodiversité, puisque par rapport à ce qu'on a connu avec les luminaires d'ancienne génération, la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on arrive à éclairer beaucoup plus juste. Ça n'éclaire plus, on va dire, les jardins des particuliers où ça va au-delà. Ça n'éclaire plus le ciel aujourd'hui. Donc la pollution lumineuse est vraiment diminuée. Et donc tout ça, au global, on a un double objectif. Donc un gain sur la facture énergétique, un gain de confort visuel et bien sûr de pollution diminuée. Alors pour tout ça, sur les 40 000 points lumineux, bah, on n'est pas au bout, hein, parce qu'il faut un budget relativement conséquent. Donc on a aujourd'hui des aides qui sont liées au fonds vert. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous, on a aussi contracté auprès de la Banque des Territoires un prêt, une tracting pour l'éclairage public, pour la rénovation de l'éclairage public. On se rend compte que pour renouveler le parc éclairage public, on est sur une base d'environ 1 000 € le point lumineux. Tout compris ? Tout compris, oui, parce que de temps en temps, il faut faire un peu de génie civil, de temps en temps, il faut changer les mâts qui sont un peu ça me paraît pas énorme. Enfin, je pose la question parce que 40 000 à remplacer, ça fait 40 000. Enfin... Oui, tout simplement, oui, sauf que 40 millions, c'est quand même pas une, c'est quand même pas une paille, millions, voilà. Ouais. Sachant que si je prends le train d'investissement de l'Ardèche, on était plutôt sur 1 à 2 millions d'euros par an. Ouais, donc là, 40 millions. Donc voilà. il fallait 20 ans. Ok, compris. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'éclairage public. Alors dans ces 2 cas, bien évidemment, et c'est là où ça rejoint un peu l'idée du smart grid ou des réseaux intelligents, on a besoin de connecter beaucoup d'objets. On parle des bâtiments, donc c'est de pouvoir connecter nos bâtiments pour surveiller ce qui s'y passe. Pour l'éclairage public, c'est de pouvoir faire du pilotage, même aller un peu plus loin, c'est-à-dire de pouvoir détecter dès qu'on a des secteurs qui sont en panne,
pour pouvoir avoir lancer la réparation sans qu'on ait un élu ou un administré qui appelle l'élu, qui dérange toute une chaîne pour pouvoir automatiser un peu ça. Donc tout ça, c'est des sujets qui nous intéressent pour être beaucoup plus efficaces dans le traitement de l'éclairage public pour le quotidien de ce qui concerne notre compétence, quoi. Voilà. Je terminerai juste par dire que il y a l'association Think Smart Grid qui a sorti un guide, donc un guide pour le déploiement des smart grids dans les territoires. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant puisqu'il a été co-construit avec l'ADEME et notre fédération, la FNCCR, où on s'aperçoit, enfin, c'est un constat, hein, je veux dire, on le savait déjà, qu'il y a des investissements très importants à faire sur les réseaux de distribution d'électricité, que ce soit côté transport ou côté vraiment basse tension. Tout à l'heure, j'entendais des chiffres où on indique quand même que globalement, on prévoit une croissance de 35%, enfin c'est RTE qui le dit, de la consommation électrique française d'ici 2050. On a beaucoup de choses qui convergent. On parle de la mobilité électrique, effectivement, où tout le monde va arriver le soir, il va falloir se charger. Donc, on va avoir besoin d'avoir un réseau intelligent pour pouvoir amener un peu de souplesse, pour pas que tout le monde se recharge en même temps, etc. Donc, ce guide est plutôt bien fait puisqu'il permet d'apporter quelque part un peu une méthodologie et des étapes clés dans le sujet, parce que quand on parle des objets connectés, ça a été dit un peu hier, on parle de la gestion de l'eau, on parle de la gestion des bâtiments, bien sûr de l'éclairage public, des déchets, et puis d'autres applications derrière citoyennes qui pourront arriver et qui pourront se baser là-dessus. Mais pour ça, on a besoin de créer ce qu'on appelle un réseau bas débit pour pouvoir communiquer entre les différents sujets, appelé, on va dire, le réseau LoRa, je crois, donc à créer sur le sujet. Tout ça pour dire que, in fine, les compétences de nos collectivités territoriales sont là aujourd'hui pour initier et développer les smart grids dans nos territoires. Merci, voilà. Merci beaucoup Laurent Ricot, merci à la FNCCR qui effectivement nous a recommandé l'intervention du SDE de l'Ardèche pour la qualité de vos travaux. Donc voilà, j'invite les autres départements potentiellement à aller voir ce qui se passe en Ardèche. Puis vous avez introduit aussi vos collègues de la Loire en parlant de réseau bas débit. Ils interviendront dans quelques minutes sur ce plateau. Avant de donner la parole à Marc-Antoine Lemine-Triette, Isabelle Delagorce, qu'est-ce que vous inspire ce que vous avez entendu de la part d'Enedis et du SDE de l'Ardèche? Que la donnée, le numérique est clé, que la donnée pour mieux connaître en fait les enjeux sur le territoire, sur les bâtiments, on en a parlé, sur les réseaux. La donnée est clé. La donnée est clé aussi pour le pilotage, pour la maintenance, etc. Et ça me fait penser peut-être à quelques exemples. Pour vous donner des exemples typiquement pour accompagner les collectivités dans la construction de leurs projets de rénovation énergétique. En fait, on se rend compte que c'est souvent très difficile pour une collectivité de connaître l'ensemble du parc de leurs bâtiments et dans quel état sont les bâtiments en termes de rénovation énergétique. On a mis en ligne en fait deux outils. Un premier outil qui s'appelle mon comparateur énergétique qu'on a construit avec la société Sobre Énergie. Et en fait, ça permet aux collectivités d'avoir déjà un premier panorama du nombre de bâtiments sur leur territoire, du nombre de mètres carrés, et d'avoir une estimation de la facture annuelle de consommation énergétique. Ça, c'est un premier outil. On voit bien qu'il s'appuie sur une société Sobre qui est spécialiste de la donnée. Et puis un autre outil qu'on a mis en ligne plus récemment, qui s'appelle Prioréno, et qui a été construit avec Enedis et GRDF en s'appuyant sur une société qui s'appelle Namer et qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour construire une base de données pertinente à l'échelle du bâtiment. Et avec cet outil Prioréno, en fait, ça permet au territoire, au regard des enjeux à mener, de prioriser finalement, d'avoir une première idée, un premier diagnostic des actions à mener en priorité sur la rénovation des bâtiments énergétiques. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est deux exemples pour accompagner la connaissance des enjeux sur les territoires. Et j'ai envie de donner aussi un exemple, mais je crois qu'on l'avait évoqué hier, sur le pilotage de l'énergie dans un bâtiment. En fait, il y a plein de prestataires qui interviennent dans un bâtiment, donc c'est souvent très, très complexe
typiquement les bailleurs sociaux qui sont nos interlocuteurs qui sont les interlocuteurs de la Banque des Territoires. C'est très complexe d'avoir une vision de toutes les interventions sur le bâtiment. Et donc la société Intent Technologies permet d'avoir une sorte de jumeau numérique des bâtiments avec toutes les données qui remontent des capteurs sur les bâtiments et permet du coup aux bailleurs sociaux de mieux organiser, j'ai envie de dire, le pilotage de leurs prestataires sur le bâtiment. Voilà, je voulais donner ces trois exemples, mais il y en a d'autres, on pourra en voir d'autres certainement. Merci Anne-Sophie. On voit bien que notre thématique, c'est la maîtrise de l'énergie. Sans data, pas de maîtrise. Pas de connaissance, donc pas de maîtrise. Marc-Antoine Lemine-Triette, donc oui, un complément. Juste un petit mot, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de données qui sont mises à disposition à travers les open data et tout ça, mais il ne faut pas oublier que dans nos territoires ruraux, il y a un manque d'ingénierie qui est quand même très fort, où souvent ce sont les élus qui s'y collent et n'ont pas toujours le temps, mais ils ont l'envie, c'est sûr, mais pas toujours la compétence, et c'est compliqué. Et voilà, il faut qu'il y ait des structures un peu comme les nôtres qui puissent les accompagner au quotidien, parce qu'elles sont un peu seules dans la nature, hein. On parlait tout à l'heure de la loi de l'accélération des énergies renouvelables, etc., où ils doivent construire un schéma d'ici la fin de l'année. Enfin, c'est des choses quand même extrêmement compliquées et qui prennent beaucoup de temps. Tout à l'heure, il y a une intervention sur les maires ruraux, ce qu'on peut comprendre effectivement dans leur quotidien, quoi. Je viens de me dire accélère, mais où est la pédale, quoi, hein, effectivement. Marc-Antoine Lemine-Triette, donc chef de projet énergie, équipement, mobilité au département du Cantal, donc ici même. Aujourd'hui, comment le département s'empare? Département éminemment rural, hein, on le sait, sur TF1, quand on veut parler de la ruralité, on envoie quelqu'un dans le Cantal, donc c'est un peu emblématique. Aujourd'hui, quels sont les projets enclenchés, les projets réalisés, justement, sur cette maîtrise de l'énergie, voire le développement des aménités rurales, hein, la production d'énergie ici. Racontez-nous ce qui est aujourd'hui fait et dans les cartons. Très bien. Alors, je voudrais d'abord excuser Gilles Chabrier qui n'a pas pu se rendre à cette table ronde. Alors, le département du Cantal agit en tant que collectivité propre sur ses propres bâtiments. On en dira deux mots, parce que c'est quand même une collectivité importante dans le département, et agit aussi auprès de la population pour aider les ménages à maîtriser l'énergie dans leur logement. Le logement, c'est 30% de la consommation énergétique. On a aussi des transports qui est un poste très, très, très important en termes de consommation énergétique. Et dans notre monde rural, souvent ceux qui ont des problèmes effectivement de précarité énergétique ont aussi des problèmes de précarité de transport. Ils sont à la fois mal isolés, comme vous disiez, et aussi loin des services. Alors, pour revenir sur la collectivité départementale, donc le département du Cantal, c'est à peu près 190 000 m² de bureaux, enfin de locaux. Voilà, principalement des collèges, des centres routiers, mais aussi beaucoup de bureaux. C'est une facture énergétique d'un petit peu plus d'1 million d'euros, plus que les années précédentes, évidemment, pour moitié d'électricité, pour moitié de gaz et de fioul. Donc, c'est pas négligeable. Donc, le département s'est attaché effectivement à trouver des solutions pour économiser l'énergie. Alors, premièrement, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure deux mots qui sont très intéressants et essentiels pour nous. Au-delà de la production d'énergie renouvelable, c'est la sobriété et l'efficacité. Donc, faire comprendre à nos salariés qu'il faut baisser la température, qu'il ne faut pas mettre de radiateur électrique, qu'il faut éviter d'ouvrir les fenêtres quand les radiateurs sont à fond. Donc ça, c'est un premier poste. Et le deuxième qui est, alors je ne sais pas quel est le plus compliqué, mais aussi l'efficacité. Donc c'est de l'investissement sur nos bâtiments pour isoler, pour équiper d'outils de connaissance de la consommation et d'outils de pilotage. L'avantage, c'est qu'effectivement, sur une grosse collectivité, on peut piloter, on peut relier tous les bâtiments, donc c'est de l'investissement. Donc on commence par les bâtiments les plus énergivores, mais aussi on s'attaque à l'ensemble de nos collèges pour pouvoir les piloter à distance. Donc ça, c'est un point très très important. Alors au-delà effectivement des outils numériques qui existent, hein, donc qui sont essentiels, bien évidemment, il y a l'humain. Alors la sobriété, il faut effectivement que le salarié comprenne qu'il doit réduire sa consommation, qu'il doit éteindre la lumière, qu'il doit couper son ordinateur, etc. Et de l'autre côté, il faut qu'on ait effectivement quelqu'un qui puisse piloter. Et donc,
on a recruté un économe de flux grâce à des crédits, alors je ne sais pas quel crédit, mais des crédits via des appels à projets. Donc ça, effectivement, c'est quand même très, très important. Donc il y a de l'humain, en fait, de chaque côté de la chaîne. Donc il y a de l'humain qui est très, très important pour nous à développer. Les outils numériques ne feront pas tout seuls. On n'en est pas encore là. Peut-être que ça existera dans le futur, mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on ait des outils d'aide et des outils de décision à travers des actions humaines. Donc ça, c'est le premier point. Donc le département s'y met progressivement. On a un gros chantier sur l'hôtel du département. On équipe nos collèges, on isole nos collèges, on passe aux chaudières bois, au réseau de chaleur. Donc ça, c'est des points importants qu'on développe progressivement avec les investissements du département. Le deuxième point qui est essentiel, c'est effectivement l'aide aux administrés cantaliens. Donc il y a 100 000 logements dans le Cantal, 30% de passoires thermiques. La dépense énergétique par habitant est d'environ 3 000 €, tout compris, hein, énergétique, résidentiel, transport, etc., dont 900 € par habitant pour le résidentiel. Donc une famille de 4 personnes, je vous laisse faire une multiplication, en dépenses énergétiques du logement, dépense parfois plus de 3 000 €. Donc c'est quand même très, 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 très important. Donc le département, avec l'ensemble des collectivités cantaliennes et l'aide de l'État, a pris le parti de développer le service public de performance énergétique de l'habitat. Voilà. Donc, 3 conseillers, bientôt 4, c'est un service public, hein, totalement gratuit, aide les ménages à rénover sur le plan énergétique leur logement. Oui, j'avais vu en Corrèze, ils avaient fait quelque chose assez pionnier, Pascal Coste. C'est la même approche, c'est conseiller les populations sur leur stratégie et les coûts de rénovation, les aides auxquelles ils ont droit. Tout à fait, tout à fait. Donc conseil technique, effectivement, ce qu'il faut faire. Donc isoler, sur les travaux de chauffage, sur la ventilation, sur le financement aussi, quelles aides, ma prime rénov, les certificats d'économie d'énergie, les prêts, les éco-prêts à taux zéro, les prêts avance rénovation, etc. Il y a tout un tas d'aides et les aides locales qui existent. Voilà. Et on aide aussi, on n'aide pas que les particuliers, on aide aussi le petit tertiaire, donc les petites entreprises, le petit boulanger, le petit hôtel qui veut rénover son local, peut appeler Cantal Rénov Énergie pour qu'on les aide gratuitement donc à trouver des solutions techniques et financières. Voilà. Donc c'est important. Donc on intervient aussi sur la mobilité. Vous avez parlé effectivement des bornes de recharge. Le département aide, en lien avec le syndicat cantalien d'énergie, à installer des bornes de recharge rapides pour véhicules électriques. Donc ça, c'est fondamental. Bien sûr, le département du Cantal fait l'acquisition de véhicules électriques pour ses propres besoins, ça c'est évident. Donc c'est un point important, la mobilité, parce qu'effectivement, comme je le disais, les Cantaliens sont quand même très éloignés des services. Voilà. Une question se pose aussi sur le covoiturage, parce que les lignes de transport en commun, pour venir dans le Cantal, vous avez vu comme c'était quand même pas si simple. Donc les lignes de transport en commun doivent être développées, mais c'est un service public et aussi un service économique, donc il faut trouver la juste mesure, et le covoiturage peut être une bonne solution à développer dans le département du Cantal. Merci beaucoup Marc-Antoine. Donc effectivement, 3 piliers, hein. Le premier, votre propre consommation en tant qu'institution, vos bâtiments, vos pratiques numériques notamment, et vos pratiques d'utilisation des éclairages. Le deuxième volet, l'accompagnement de vos populations, et puis une réflexion élargie sur des alternatives de mobilité et de nouveaux aménagements à envisager. Il y a aussi un certain nombre d'aides à l'innovation pour les agriculteurs, et un certain nombre s'en sont servis justement pour s'équiper en photovoltaïque, je me suis laissé dire. Alors c'est pas vraiment mon domaine de compétences, mais effectivement, de toute façon, le département du Cantal terre d'élevage, de toute façon, les agriculteurs bénéficient effectivement de beaucoup d'aides. Et le photovoltaïque sur toiture est un élément majeur de la charte des énergies renouvelables que le département du Cantal vient de produire. Effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher effectivement des services du conseil départemental pour avoir plus de renseignements sur ces aides. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais vous libérer, gardez avec moi Anne-Sophie. On vous applaudit.